jour après jour, nuit après nuit, contre vents et marées. Loyaux et fidèles malgré l'inattention flagrante qu'on leur porte, ils filtrent, réabsorbent, sécrètent et réparent vos conneries, jusqu'à ce qu'ils finissent par lâcher et que vous finissiez en dialyse comme des cons. Je suis... Les reins, bravo. Une forte soif, un état léthargique, une fatigue intense, des yeux creux, une peau grisâtre, une perte de poids significative, une diminution des urines qui deviennent foncées, des diarrhées, des vomissements, une élévation excessive de la température interne, des malaises ou perte de connaissance, ou encore la mort en cas d'absence de traitement. Tout ça, c'est qu'une petite partie des symptômes qui sont liés à la déshydratation. En fait, on pourrait dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais après cette vidéo, je crois que vous allez comprendre que la déshydratation quotidienne qu'on fait subir à notre organisme, ça a des conséquences qu'on n'imagine pas forcément. Avec l'âge, l'être humain, il se déshydrate, il perd de l'eau et c'est tout à fait normal. Mais plus les années avancent et plus on est déshydraté tôt. L'une des conséquences, c'est que le cholestérol s'accumule en moyenne plus tôt dans les artères, car leur rigidification précoce, qui est due à la déshydratation justement, ne leur permet plus de bouger suffisamment. Là, en 2017, 25% des infarctus chez la femme arrivent avant 65 ans, contre quand même 15% en 2002. C'est tout de même 10% de plus. Et déjà, les 15% en 2002, ils étaient dus à la consommation de tabac. En fait, les femmes, elles sont protégées contre les problèmes de ce type grâce à leurs œstrogènes. C'est donc des hormones qui sont présentes en grand nombre chez les femmes. Mais alors, pourquoi on boit pas, ou du moins pas assez? Alors en fait, il y en a, il y a plein de raisons. Il y en a qui n'aiment pas l'eau, soit. Mais la raison quand même la plus fréquente, c'est qu'on n'a tout simplement pas envie de se retrouver dans une situation qui est embarrassante. Avoir envie de faire pipi dans les transports, au travail ou même en cours. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça engendre véritablement la déshydratation, comment le corps réagit et pourquoi il vaut vraiment mieux boire assez. Les compartiments liquidiens. Alors ce qu'il faut bien comprendre avant d'aller plus loin, c'est que notre corps il est compartimenté. En fait il contient 60% d'eau et ces 60% d'eau ils sont répartis dans des proportions 2/3, 1/3 dans et hors des cellules. On l'appelle donc le liquide intra et extracellulaire. Le liquide extracellulaire il est encore séparé en deux parties. 80% c'est le liquide interstitiel, il est entre les cellules et les capillaires sanguins. Et 20% c'est le plasma, dans les vaisseaux sanguins. Si on devait résumer les choses sous un aspect plus simple avec un schéma par exemple, voici comment on pourrait les présenter. Tous ces compartiments communiquent entre eux pour réguler les différentes quantités d'eau. Il y a des mouvements dynamiques qui sont liés au transport d'ions et des mouvements passifs de molécules d'eau d'une part et l'autre de la membrane de la cellule, afin d'obtenir une concentration qu'on dit isotonique, c'est-à-dire une concentration de sel égale d'une part et d'autre de la cellule. Si le compartiment extracellulaire est trop salé, on appelle ça l'hypertonie et l'eau sera automatiquement attirée des cellules vers le milieu extracellulaire. Au contraire, si le milieu extracellulaire est trop pauvre en sel, on appelle ça l'hypotonie et l'eau va partir du côté des cellules, au risque de la faire éclater d'ailleurs. Les reins et la formation de l'urine. Alors on va s'intéresser quelques secondes à la façon dont le corps produit les urines. Je vais pas détailler, on va juste s'occuper du principal. Donc dans un premier temps, le système urinaire il se compose de quoi? Il se compose de deux reins qui ont des fonctions de filtration, sécrétion et réabsorption. Mais pas seulement, il y a aussi la vessie qui sert de réservoir et tout ce qui est urètre et uretère qui ont une fonction de conduction de l'urine. La formation de l'urine, elle comporte plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a une filtration qui donne ce qu'on appelle l'urine primaire. Puis les reins extraient les substances bénéfiques pour qu'elles restent dans le corps et excrètent les substances nuisibles au cours d'un passage dans les différents segments du tube urinaire. Une réabsorption partielle de l'eau a lieu à la fin et cette réabsorption, elle est régulée par une hormone qu'on appelle l'hormone diurétique
autrement appelée la vasopressine. Le résultat final, qui est appelé cette fois l'urine, est ensuite transporté hors des reins par les urètres et amené dans la vessie avant d'être excrété hors de l'organisme par l'urètre. On produit comme ça à peu près 1,5 litre d'urine par jour. La réabsorption de l'eau qui a lieu à la fin, elle sert en cas de déshydratation justement. En fait, l'organisme récupère ce qui lui manque. On pourrait dire que c'est en réalité un effort supplémentaire pour le rein. Quand on boit pas assez, on donne plus de boulot au rein. La régulation de la déshydratation. Alors maintenant, on va s'intéresser plus concrètement à la déshydratation en elle-même. En fait, déjà il y en a plusieurs types, elles peuvent être liées ou non, et elles peuvent être surtout causées par de nombreuses causes. Ici, on va pas s'intéresser particulièrement aux causes, parce qu'elles sont vraiment trop nombreuses, mais on va voir un petit peu comment l'organisme fait pour régler le problème. Et ça permet de prendre conscience de pas mal de trucs quand même, hein. La déshydratation intracellulaire. Comme son nom l'indique, c'est quand il n'y a pas assez d'eau dans les cellules. Il y a moins d'eau, mais il y a toujours autant de sel. On est donc en cas d'hypertonie. La concentration en sel est plus importante donc dans la cellule que dans le milieu extracellulaire. L'eau du milieu extracellulaire, elle est attirée vers la cellule. Et ce phénomène, il va générer une pression qu'on appelle pression osmotique. Bon, je vous demande pas de retenir ce terme, mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement va exercer une pression sur la membrane de la cellule. Et ça va activer des récepteurs spécifiques de l'hypothalamus, une glande du cerveau. Alors, qu'est-ce que ça va déclencher tout ça? Déjà, ces récepteurs, ils vont activer les centres de la soif. Ça va nous donner donc envie de boire. Mais ça va aussi commander la sécrétion de l'hormone diurétique qu'on appelle donc la vasopressine. Alors, on l'a vu plus tôt, cette hormone, elle va servir à la réabsorption d'eau dans la dernière étape de formation de l'urine, mais pas seulement. Elle va aussi causer une vasoconstriction. Et ça, c'est intéressant, on y reviendra plus tard. La déshydratation extracellulaire. Alors, en ce qui concerne la déshydratation extracellulaire, on va avoir cette fois-ci une diminution du volume du plasma et donc du sang. Le sang prend moins de place, quoi. Ce qui va occasionner une diminution de la pression artérielle. Et ça va être détecté à nouveau par des récepteurs spécifiques, mais qui vont engendrer une réponse un tout petit peu différente. Alors, ils vont, comme dans le cas précédent, activer les centres de la soif, provoquer la sécrétion de vasopressine, mais également provoquer la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la rénine et qui, elle, après une réaction en chaîne, va causer l'apparition d'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, elle va activer énormément de chaînes métaboliques différentes. Et c'est ça le nœud du problème, vous allez comprendre. Bon alors déjà, elle va stimuler les centres de la soif. Et comme la vasopressine, elle a cette faculté d'occasionner une vasoconstriction sur le moment. Alors, sur le moment, oui, mais si les concentrations en hormones restent élevées, ce sera plus vraiment sur le moment là, hein. La vasoconstriction va devenir un petit peu plus constante et présente. Normalement, quand le cœur pompe, les artères se gonflent, puis poussent le sang. Mais ici, si elles sont rigidifiées, elles pourront plus le faire. Donc le cœur va forcer. Et ça, pas besoin de vous faire un dessin, ça craint. Mais l'angiotensine 2, elle a encore d'autres effets. Entre autres, elle va commander la réabsorption de sodium par le rein et en même temps donner l'envie de manger du sel. Donc ça, c'est fait pour rééquilibrer la teneur en sel, mais en augmentant la quantité de sel dans les milieux extracellulaires, ce qui ne règle en rien le problème de la déshydratation d'ailleurs. Et enfin, elle entraîne la sécrétion d'aldostérone. Alors l'aldostérone, c'est une hormone dite stéroïde qui a à peu près les mêmes effets que l'angiotensine et qui dérive du cholestérol, comme au hasard les œstrogènes et la testostérone par exemple. Vous voyez où je veux en venir? Si on a un pool de cholestérol pour produire toutes ces hormones différentes, mais que le corps, lui, commande seulement, ou alors en quantité conséquente, de l'aldostérone, comment est-ce que c'est possible de produire en quantité suffisante et surtout correctement les autres hormones qui sont issues du cholestérol? C'est compliqué et c'est pour ça qu'en fait les femmes sont beaucoup moins protégées par leurs œstrogènes. C'est parce qu'elles sont en moyenne plus déshydratées maintenant qu'en 2002. Quand on sait ça, on est capable de comprendre non seulement ce petit exemple, mais bien d'autres en fait. Pour dire, certains médicaments qui ont vocation à traiter le diabète, certains cancers, l'obésité même, eh bien devinez quoi? C'est des antagonistes de l'angiotensine 2. Alors bon, je vais rien vous apprendre. Ces maladies, c'est pas le résultat uniquement de la déshydratation, c'est pas non plus uniquement le résultat d'une augmentation d'angiotensine 2. Non, il y a plein de causes différentes. Et tout ça, ça crée un terrain propice à la pathologie. Mais bon, quand on sait tout ça là, ça coûte quoi franchement de se protéger un petit peu? En clair, si vous buvez assez, entre 2 et 3 litres par jour, soit à peu près un verre toutes les 2 heures.
vous faites d'une pierre deux coups. Déjà premièrement, vous évitez un boulot de réabsorption absolument monstrueux à vos reins, donc vous les fatiguez moins, mais en plus, vous épargnez à votre organisme tout entier un mécanisme de défense donc qui est certes probant sur le coup, mais qui est vachement coûteux à terme. Bon, et pour les deux du fond qui n'ont pas écouté, je suis quand même gentille, j'ai tout résumé dans un tableau. Ah, au fait, petit bonus, si jamais vous vous demandez par exemple pourquoi en hiver vous avez plus envie de faire pipi, c'est tout simplement parce que le froid en fait inhibe la vasopressine. Donc en fait l'eau n'est pas réabsorbée. Donc en hiver vous êtes plus déshydraté et en plus vous avez des urines conséquentes. Bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est ma toute première. Si jamais vous avez des conseils, des remarques, des commentaires, des idées de sujets pour les prochaines vidéos, et ben je vous invite tout simplement à me mettre tout ça dans les commentaires. Et puis à la prochaine.